La propagande. C'est un mot qu'on associe souvent aux dictatures, aux guerres et aux régimes autoritaires. Pourtant, la propagande est bien plus ancienne et bien plus présente dans nos vies que nous pouvons l'imaginer. Le mot lui-même vient du latin propagare, qui signifie répandre, étendre ou faire croître. Au XVIIe siècle, l'Église catholique crée à Rome la congrégation de la propagation de la foi. À l'origine, le terme ne possède aucune connotation négative. Il désigne simplement l'action de diffuser des idées, des croyances ou une vision du monde. Ce n'est qu'au XXe siècle, avec les guerres mondiales et le développement des médias de masse et l'apparition de régimes totalitaires, que le mot propagande prend progressivement le sens que nous lui connaissons aujourd'hui. Mais au fond, qu'est-ce que la propagande ? Beaucoup pensent qu'il s'agit simplement de faire croire à un mensonge. En réalité, son véritable pouvoir est bien plus subtil. La propagande ne consiste pas seulement à faire accepter une version des faits, elle cherche à rendre cette version des faits plus crédible que la réalité elle-même. Contrairement à une idée répandue, la propagande ne repose pas uniquement sur le mensonge. Elle repose aussi sur la sélection de l'information. Car il n'est pas toujours nécessaire d'inventer des faits pour influencer une population. Parfois, il suffit de mettre certains événements en lumière et d'en cacher d'autres. De parler abondamment de certaines victimes et ne jamais évoquer les autres. De rappeler certains épisodes de l'histoire et d'en effacer d'autres. De donner la parole à certains acteurs tout en réduisant d'autres au silence. Ce qui est tu peut parfois être aussi important que ce qui est dit. Avec le temps, ces omissions finissent par produire une mémoire incomplète, une mémoire où certaines vérités demeurent visibles tandis que d'autres disparaissent progressivement du paysage collectif. La propagande ne construit donc pas seulement des récits, elle construit aussi des oublis. Et lorsqu'un peuple oublie une partie de son histoire, il devient plus facile de lui faire accepter une version déformée du présent. Lorsqu'une information est répétée sans cesse pendant des mois, des années et parfois des décennies, elle finit par s'installer dans les esprits. Les faits s'effacent, les témoins disparaissent, les archives sont oubliées. Les nouvelles générations grandissent avec un seul récit. Et peu à peu, ce n'est plus le mensonge qui paraît étrange. C'est la réalité, la vérité. La propagande ne remplace pas la réalité du jour au lendemain. Elle l'érode progressivement jusqu'à ce que le récit dominant semble naturel, évident et incontestable. C'est ainsi que certaines guerres ont été justifiées. C'est ainsi que des systèmes coloniaux ont été présentés comme bénéfiques pour les peuples qu'ils dominaient. C'est ainsi que des peuples entiers ont été déshumanisés. C'est ainsi que des opposants politiques ont été transformés en ennemis de la nation. Contrairement à ce qu'on croit souvent, la propagande ne fonctionne pas parce que les gens sont naïfs ou ignorants. Elle fonctionne parce qu'elle exploite des mécanismes profondément humains, la peur, l'émotion, le besoin d'appartenir à un groupe, la confiance accordée aux figures d'autorité. Notre tendance naturelle à croire plus facilement ce qui confirme déjà nos convictions. La propagande ne s'adresse pas à notre raison, elle s'adresse à nos émotions. Elle ne cherche pas à nous faire réfléchir, elle cherche à nous faire réagir. Elle simplifie des réalités complexes, elle désigne des coupables, elle crée des ennemis. Elle oppose le bien et le mal, le patriote au traître, le citoyen au terroriste, le peuple à l'ennemi. Et plus le récit est simple, plus il est efficace. Aujourd'hui, beaucoup imaginent que la propagande appartient au passé. Pourtant, elle est partout autour de nous. Dans certaines campagnes politiques, dans certains médias, dans certaines publicités et surtout sur les réseaux sociaux.
car les réseaux sociaux ont profondément transformé les méthodes de propagande. Autrefois, quelques médias contrôlaient l'information. Aujourd'hui, chacun peut devenir un relais d'influence, un influenceur, une personnalité publique, un compte anonyme, une armée de faux profils, d'oubeb. Les algorithmes favorisent des contenus qui provoquent les réactions émotionnelles et les plus fortes, la peur, la colère, l'indignation ou la haine. Plus une publication suscite une réaction immédiate, plus elle est diffusée. La vérité, elle, avance souvent plus lentement. Les influenceurs jouent parfois un rôle central dans ce système. Certains deviennent des relais volontaires, d'autres sont simplement utilisés parce qu'ils disposent déjà d'une audience importante. Ils contribuent alors à diffuser des récits, à orienter les perceptions et parfois à participer à la stigmatisation d'individus ou de groupes entiers. L'Algérie n'échappe pas évidemment à ces mécanismes. Depuis des décennies, la propagande accompagne les luttes de pouvoir et les conflits politiques du pays. Pendant la guerre de libération, les autorités coloniales françaises présentaient les indépendantistes comme des rebelles, des terroristes ou des criminels, afin de délégitimer leur combat auprès de l'opinion publique. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée en 1962. Après l'indépendance, d'autres campagnes de discrédit ont visé des figures pourtant issues de la révolution eux-mêmes. Des hommes comme Karim Belkacem, principal négociateur des accords d'Évian et l'un des architectes de l'indépendance, ou Hossein Ait Ahmed, figure historique du mouvement national, ont été présentés à certaines périodes comme des adversaires dangereux, des diviseurs ou des menaces pour l'État, lorsqu'ils se sont opposés au pouvoir en place. Alors avec le temps, certains ont été réhabilités, leur contribution à l'histoire nationale a de nouveau été reconnue. Cette capacité à transformer un héros en traître, puis parfois un traître en héros, révèle l'un des mécanismes les plus puissants de la propagande. Ce ne sont pas toujours les faits qui changent, mais le récit construit autour d'eux. Et ce phénomène n'est pas concerné uniquement par les opposants. L'histoire politique algérienne est également marquée par des responsables issus du système lui-même qui ont connu des campagnes de discrédit lorsqu'ils sont devenus gênants, lorsqu'ils ont perdu une lutte d'influence ou lorsqu'ils se sont retrouvés du mauvais côté des rapports de force. Certains ont été présentés comme des sauveurs avant d'être désignés comme responsables de tous les maux du pays. D'autres ont été marginalisés, effacés du récit officiel, parfois emprisonnés ou publiquement discrédités, avant d'être réhabilités quelques années plus tard lorsque le contexte politique avait changé. Cette réalité nous rappelle une chose essentielle. La propagande ne sort pas seulement pour combattre des adversaires. Elle sert aussi à réécrire les rapports de force, à façonner la mémoire collective et à imposer une lecture officielle des événements. Aujourd'hui encore, des militants pacifiques, des journalistes, des défenseurs des droits humains ou des opposants politiques sont régulièrement présentés comme des agents de l'étranger, des extrémistes ou des ennemis de la nation. Des citoyens qui réclament davantage de liberté deviennent des menaces pour la sécurité nationale. Des prisonniers d'opinion deviennent des terroristes. Le but n'est pas seulement de les discréditer. Le but est de modifier la perception que la société a d'eux. Car alors, lorsqu'un pouvoir parvient à convaincre une partie de la population qu'un opposant représente un danger, la répression devient plus facile à accepter. C'est précisément là que réside le véritable pouvoir de la propagande. Elle ne cherche pas seulement à influencer le présent, elle cherche à contrôler la mémoire du passé et à travers elle, la perception de l'avenir. Alors comment résister à la propagande ? La première étape consiste à accepter qu'aucun être humain n'y est véritablement immunisé. Ni vous, ni moi, ni ceux qui pensent appartenir à un camp du bien,
Ensuite, il faut cultiver l'esprit critique, vérifier les sources, comparer les informations, lire des points de vue différents, remonter aux documents originaux lorsque c'est possible. Il faut apprendre à distinguer les faits des opinions. Une opinion peut être respectable, un fait doit être vérifiable. Il faut également accepter le doute. Le doute n'est pas une faiblesse, c'est souvent le début de la réflexion. Enfin, il faut préserver la mémoire, car la propagande prospère là où les peuples oublient leur histoire. Chaque archive conservée, chaque témoignage recueilli, chaque victime dont on continue de prononcer le nom, chaque injustice documentée, chaque vérité préservée constitue une résistance à l'effacement. La propagande ne triomphe pas lorsque tout le monde croit au mensonge, elle triomphe lorsque plus personne ne cherche la vérité. C'est pourquoi la liberté d'expression, le journalisme indépendant, la recherche historique et le débat contradictoire sont essentiels. Non pas parce qu'ils garantissent que nous aurons toujours raison, mais parce qu'ils nous permettent de continuer à chercher. Et tant qu'un peuple cherche, questionne, vérifie et se souvient, il demeure plus difficile à manipuler. La propagande n'est pas la victoire du mensonge sur la vérité. C'est la victoire du récit sur l'esprit critique. Car la vérité peut être dissimulée pendant un temps, elle peut être déformée, elle peut être attaquée, et elle ne disparaît jamais complètement tant qu'il reste des femmes et des hommes prêts à la défendre.